Est-ce que vous avez identifié, mesuré des grands changements de consommation ces derniers mois et qui ont de fortes chances de perdurer? Non, il n'y a pas eu de nouveautés. Ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment dans toutes nos études et dans l'observation des comportements. Il y a eu une accélération claire, franche, rapide de tendances qui étaient déjà amorcées avant le Covid. Et ça, c'est important. Certes, il y a eu quelques nouveaux usages, il y a le port du masque, il y a quelques nouvelles habitudes, mais tout ce qu'on a vu et on voit s'opérer, c'est des choses qui existaient déjà auparavant. Alors, je vous rejoins sur des signaux faibles qui existaient avant la crise et qui se sont accélérés. Une prise de conscience de l'humain et de la nécessité de revenir en fait à l'humain et à la proximité. Et je pense qu'on a tous ressenti pendant ces périodes-là et le plaisir de se retrouver dans un restaurant, dans un bar, de retrouver de la relation avec l'autre. Et donc, nous, les marques, on va être attachés dans l'ensemble du parcours et l'hospitalité, évidemment, de vraiment travailler, en fait, à chaque fois, l'humain dans l'ensemble du parcours. Comment on peut rendre service, comment on peut être là, comment on peut être en proximité. Et je dirais que le digital est là plutôt en facilitateur. Est-ce qu'il y a des habitudes de consommation qui risquent de ne pas revenir? Le secteur culturel a tiré l'alarme plusieurs fois, par exemple, il disait que la fréquentation ne revenait pas. Est-ce que c'est des choses que vous avez mesurées? On n'a pas généralement de boule de cristal, hein. Donc c'est assez... ce qu'on peut voir, c'est dessiner des tendances, voir des choses effectivement disparaître, des tendances qui baissent. Après, elles peuvent revenir. Quand on est dans la mode ou on travaille beaucoup, par exemple, dans le secteur de l'alcool, on a vu des boissons comme Suze disparaître, puis réapparaître. Donc c'est assez difficile de prédire la fin de choses. Après, est-ce que ça risque de ne pas revenir? Oui, mais comme toujours. Il n'y a pas un risque plus accru aujourd'hui. Si c'est par rapport à des contraintes sanitaires, physiques, c'est un peu ce dont souffrent encore aujourd'hui les fréquentations culturelles. Principalement, les freins aujourd'hui sont ceux-là, donnés par les consommateurs. Il n'y a pas d'un coup d'un seul un désintérêt pour tout ce qui est culturel. Alors on peut glisser aussi sur du monde virtuel, sur la représentation de ce qu'on pourra vivre, puisque dans les années à venir, on aura des personnalités duales, probablement digitales. On les a déjà d'ailleurs. Pourquoi pas acheter une galerie d'art? Et j'ai des amis qui l'ont déjà fait sur le métaverse et exposer en fait ces tableaux. Donc moi, je ne crois pas du tout que la culture n'est plus quelque chose qui intéresse les consommateurs. Au contraire, mais je pense qu'il faut qu'elle trouve de nouveaux peut-être points de contact, de nouvelles façons de s'exprimer. Et les marques peuvent y aider. Je suis tombé sur un chiffre. Fnac Darty, au troisième trimestre 2021, a réalisé 46% de ses ventes en click and collect. Donc c'est une digitalisation qui est quand même extrêmement forte et qui, en plus, dans un contexte, le troisième trimestre, qui n'était pas confiné, pour le coup. Est-ce que cette digitalisation, elle est là pour durer? Il y a 32% des Français qui considèrent qu'il est beaucoup plus simple de faire un achat dans un endroit physique que sur un site Internet. Et ce chiffre de 32%, il augmente, il est de 36% auprès des 15-20 ans. Alors c'est quand même assez cocasse comme résultat, puisque finalement c'est plus compliqué, alors qu'on pense que ça nous simplifie la vie. Donc non, il n'y aura probablement pas d'envolée totale et absolue de la digitalisation. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans des notions de commerce convergent, d'omnicanalité, ça veut dire qu'on va forcément avoir des parcours consommateurs qui vont alterner du digital, du physique, du redigital, du rephysique, et que l'enjeu pour les marques n'est pas d'opposer le offline et le online, ça va être tout l'inverse, ça va être de savoir comment on va créer une forme de cohérence, de complémentarité et surtout une compréhension du parcours des consommateurs jusqu'à l'achat et l'utilisation d'un produit. Et probablement, il y a une différence selon les produits aussi. C'est que ça reste un vrai plaisir
probablement d'aller dans une boutique pour essayer des vêtements. D'autres produits qu'on connaît, qui sont des produits d'usage quotidien, faire une commande et faire du click and collect, ça simplifie la vie. Donc je pense qu'aussi, ça dépend selon les produits et selon le moment de vie. Voilà, j'ai le temps et c'est là où on doit réenchanter l'expérience, nous aussi, en magasin. Quand j'ai le temps, qu'est-ce que c'est agréable. Moi, je me suis occupée du BHV Marais, donc de repositionner ce temple historique qu'on connaissait beaucoup pour le bricolage sur les autres métiers. Et on a créé des parcours de visite. Et du coup, c'était agréable, et ça reste agréable d'aller se balader dans un magasin et de faire du shopping. Donc, c'est aussi à nous de donner envie. Et à d'autres moments, voilà, j'ai bossé toute la journée, je préfère me faire livrer ou aller chercher ma livraison directement. Donc, il y aura effectivement, moi, je pense encore une fois, des équilibres en fonction des budgets, des produits et des moments de vie de chacun. L'achat responsable s'est-il développé dans le contexte pandémique et le voyez-vous perdurer, voilà, notamment dans un contexte inflationniste de hausse des prix? Il y a un concept qu'on appelle, nous, le say-do gap. C'est tout ce qui va être l'écart entre ce que prétendent les consommateurs et ce qu'ils font vraiment. Il faut quand même savoir, c'est que les consommateurs ne sont pas très au courant quand même de l'impact réel carbone sur l'environnement, de leurs achats et de leur consommation. Et il y a un niveau d'ignorance assez important. Par exemple, ils sont 59% à penser que ce qui a le plus d'impact sur le respect de l'environnement, c'est le tri sélectif. Par contre, ils ne sont que 17% à penser que la voiture thermique ou mettre fin à ça, c'est important. Or, quand on regarde le bilan carbone des deux, c'est à peu près un ratio de 1 à 50. Donc, ils se trompent beaucoup. Et quand on pousse un petit peu les questions et qu'on leur demande, mais est-ce que vous regardez vraiment la responsabilité sociale et environnementale d'un produit de bonne qualité, par exemple, ils sont quand même 40% à nous dire que non. Quand le produit est de bonne qualité, je ne m'intéresse même pas de savoir si la marque est responsable ou pas. Oui, ça va perdurer, oui, ça va grandir. On part quand même d'un niveau d'ignorance, on va dire, ou de manque d'information aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur, en fait, quand même, de ce qu'ils voudraient faire et dans la responsabilité. En revanche, ce n'est pas la responsabilité à elle-même qui va créer l'achat, qui va faire que un consommateur, par exemple, les choisisse. Par contre, c'est toujours ce qui va leur permettre à une marque de remporter la bataille par rapport à d'autres marques. Comment imaginez-vous le consommateur français de 2025 ? Je ne vais pas plomber l'ambiance, mais il va être plus vieux. Sans doute qu'il y a un gros problème de fécondité. Il va être avec plus d'inégalités. La crise a, comme toute crise d'ailleurs, mais considérablement accru les inégalités. Plus que jamais, on est sur des records historiques et ça va continuer d'augmenter. Et avec un pouvoir d'achat plus faible. Il va aussi être plus angoissé, parce que plus conscient de tout ce qui est en train de se passer, notamment au niveau climatique. Ça, c'est pour le côté mauvaise nouvelle. Le côté bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même être dans un consommateur qui va chercher le réenchantement, qui va chercher l'indulgence, et qui va être dans une forme de quête de l'émotion positive, idéalement. Ça ouvre autant d'opportunités pour les marques et aussi de contrastes pour la vie d'un consommateur qui finalement va être plus dans la recherche de solutions, de palliatifs, d'émotions positives et encore une fois d'indulgence. Peut-être plus d'engagement politique aussi. On voit aujourd'hui qu'il y a une mobilisation assez forte des jeunes générations. Donc moi je trouverais que c'est une bonne chose. Que la chose politique redevienne un sujet. Alors c'est bien de dire les marques sont responsables et on leur fait confiance, c'est à elles de changer le monde, mais je pense aussi que c'est aux institutions politiques et aux nouvelles générations de le faire. Donc moi aussi je vois un consommateur qui sera peut-être plus engagé, plus responsable, qui pourra donner peut-être plus facilement son avis aussi. Dans son avis en choisissant les bons produits en fait. C'est un peu de ça. Ouais. Un achat, un vote.